Là, oula, on va être dans le vif du sujet, mon gars. On va être dans le vif du sujet. Oh putain. Maire de New York, Zoran Mamdani, Je vais rajouter ton qui ne émote s'est pas là. privé d'interpeller Donald Trump. Incroyable. Donald Trump, puisque je sais que tu regardes, j'ai un message pour toi. J'ai rajouté. Monte le volume. Monte le volume. S'il y a bien une ville qui peut montrer à tout le pays comment vaincre Trump, c'est New York, la ville de son ascension. Alors la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, a fait une vidéo hier, enthousiaste. Elle dit un insoumis va gouverner New York. Est-ce que c'est votre nouvelle icône, Manuel Bompard, Zoran Mamdani? Icône, c'est un mot un peu fort, mais je trouve que sa victoire est une formidable nouvelle. Icône, Ça démontre d'ailleurs carrément. qu'y compris dans l'Amérique de Donald Trump, il y a une volonté d'une partie de la population de proposer une alternative qui soit une alternative qui se traduit par un changement dans la vie des gens. Et effectivement, du point de vue des propositions politiques que porte Zoran Mamdani, on se sent, nous, les insoumis, très proches. Les propositions qu'il a défendues dans la campagne. Je vous ai donné, par exemple, quelques propositions pour notre campagne municipale sur la gratuité des cantines scolaires. Je vous ai parlé, par exemple, comment on rend la vie des gens qui habitent dans ces villes moins difficile. Bon, Zoran Mamdani, c'était par exemple la gratuité des transports, c'était par exemple le gel des loyers, qui sont des propositions qu'on a aussi dans notre programme. Donc effectivement, on se sent assez proche des propositions politiques qu'il a portées. Ça ressemble au socialisme à la française, finalement. Les loyers, les bus gratuits, la garde pour les moins de 6 ans. Ça ressemble Alors, au je ne sais pas socialisme à la française. si vous voulez faire campagne pour le Parti Socialiste, mais si vous me dites trouver une ville dans laquelle le Parti Socialiste propose le gel des loyers, je veux bien l'examiner avec vous, mais personnellement, j'en ai pas trouvé. Il y a le gel des loyers à Paris? Non, mais ça, c'est la loi nationale, madame. Ça n'a rien à voir avec des mesures municipales. Donc, pardon. Ah, ils sont trop nuls, les journalistes, ils sont trop nuls, putain. Le socialiste, maintenant, veut se prétendre porteur des aspirations de Zoran Mamdani. Honnêtement, n'empêche, les gars, ça confirme une chose, hein. C'est vraiment triste d'en arriver là. Hein. Ça confirme une chose. Rappelez-vous quand il y avait la polémique, comme quoi t'avais des journalistes du service public qui ont fait un tête-à-tête avec des membres du PS. Et ça a été filmé dans un restaurant. Mais vous voyez que là, ils sont vraiment dans la promotion du PS. Hein. On a déterré ce scandale. Ça a été leaké sur Internet, etc. Ils ont été exposés parce qu'ils vont faire campagne pour le PS/Glucksmann. Mais ça les dérange pas, en fait, de continuer, hein. On les a démasqués, mais ça va quand même continuer. Ah, c'est une dinguerie quand même. Là, j'avais pas compris que Il y a c'était deux formes de gauche aux États-Unis. Ah, Il y a une autre non, gauche, non, Virginie, non, n'est-ce pas? Une autre forme. La candidature, plus centriste. Vous pouvez essayer de faire apparaître des choses sur un... Enfin, de nier la réalité, mais la proposition politique de Zoran Mamdani, je crois qu'elle est assez proche de celle que l'on défend, et je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, on l'a soutenu depuis le premier jour. Et si maintenant certains tardivement se mettent à le soutenir, c'est une bonne chose aussi. Manuel Bompard, on entend que vous célébrez Zoran Mamdani. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de Putain, la guerre aux juifs, ah putain, on y est les mecs, on y est. Condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son conseil. Pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France insoumise depuis des mois et des mois, de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Donc ne pas condamner le 7 octobre il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes. Parce que sinon, vraiment... Alors, une information... Ah, la catastrophe, la catastrophe. Le pire, les mecs, j'ai vu Nathalie Loiseau. Donc, je sais pas si vous connaissez, c'est une députée, une eurodéputée de Renaissance, je crois. Elle avait fait un tweet pour dire qu'il y a la meute LFI qui charge cette journaliste. Bah, excusez-moi, mademoiselle. Bah, c'est à juste titre, en fait. S'il y a des fake news, c'est normal qu'on l'attaque. C'est normal qu'on l'attaque, genre, des informations en direct. Évidemment que le mec, il va corriger. Évidemment que nous, membres de la France Insoumise, on va être indignés face à ça. Qu'on va un petit peu l'attaquer sur Twitter parce que madame fait pas son travail. Évidemment, mon gars. Exact. Il lève des fonds pour l'UNRWA. C'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème aussi. L'UNRWA,
Vous parlez d'une agence. C'est vrai que Nathalie Loiseau, c'est une ancienne raciste de l'Action française. Elle faisait partie du GUD. Oui, je suis au courant, Afrique, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a un passif de merde, cette meuf aussi. Hein. L'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame ? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser ? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. Manuel Bompard, on va aller sur cette actualité après les incidents à la Philharmonie de Paris, puisqu'on est sur une actualité proche, n'est-ce pas ? La Philharmonie. 4 personnes en garde à vue lors de ce concert. Il y a... Attends, Philharmonie, je me spoil un petit peu, Philharmonie, c'est quoi les autres trucs là ? Sainte-Soline, ça m'intéresse, et ensuite la dernière partie. La COP30, désolé, mais on s'en fiche. Donc des fumigènes, des heurts, si vous avez vu les images, ça aurait pu franchement mal tourner. Vous ne pouvez pas empêcher des gens d'exprimer une protestation contre un génocide, ça c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes le seul parti, LFI, à ne pas condamner. Est-ce que ça veut dire que vous validez ? Est-ce que ça veut dire que vous cautionnez ? Est-ce que c'est responsable ? Je cautionne quoi, madame ? Que vous cautionnez, qu'on mette de la violence dans un concert, parce que c'est l'orchestre d'Israël qui est en train de jouer. Là aussi, attention s'il vous plaît. S'il y a eu de la violence vendredi matin... Merci Méline pour le sub. Moi j'ai vu les images, vous les avez vues aussi. C'est pas les personnes qui ont allumé des fumigènes, c'est des spectateurs qui les ont frappés. Donc si vous plaît, n'inversez pas tout. En fait, le sujet est le suivant. Est-ce que la Philharmonie n'avait pas le droit d'organiser ce concert à vos yeux ? Moi, je pense que la Philharmonie n'aurait pas dû organiser ce concert, comme la Philharmonie avait par exemple déprogrammé des artistes russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce qu'il s'agissait d'un concert, d'un orchestre philharmonique officiel qui se prétend d'ailleurs comme l'ambassadeur culturel de l'État d'Israël, dans lequel on allait jouer, et on a joué l'hymne officiel de l'État d'Israël, avec l'ambassadeur d'Israël. La Philharmonie a dit qu'elle ne le savait pas, que ça n'était pas prévu au programme. Avec l'ambassadeur d'Israël. Ça a eu lieu et ça n'a pas l'air de vous scandaliser les journalistes. Hein. Ça n'a pas l'air. Hein. En plus, j'ai vu les amis que CNews... Alors, il faut savoir que dans la culture... CNews, ce qu'ils font maintenant à chaque fois, c'est que dès qu'il y a eu un problème dans la culture, là on parle de la musique, etc., là on parle de la Philharmonie, ils espèrent avoir des tweets de la part d'artistes. Des artistes qui condamnent ce qui s'est passé à la Philharmonie. Du coup, ils mettent des cibles dans le dos de telle ou telle personne. Est-ce que, je sais pas, je dis n'importe quoi. Est-ce que Laurie, elle a condamné ? Est-ce que Garou, il a condamné ? Est-ce que Mimi Mati a condamné ? Est-ce que Omar Sy a condamné, etc. Tout le temps, ils font ça, CNews. Tout le temps. Après, on s'en bat les couilles. C'est pas normal ce qui se passe. Vous le faites pour la Russie. Vous les avez boycottés. Pourquoi vous faites pas la même chose pour Israël aussi ? C'est ça que je comprends pas, tu vois. Est-ce que de là, tu condamnes ? Moi, je condamne pas ce qui se passe, mon gars. Je condamne pas. S'il y avait des blessés très graves, vas-y, à la limite, j'aurais dit, bon, on peut manifester, on peut montrer notre mécontentement, mais doucement quand même. Doucement. Mais là, ça va. Fumigène, des tracts qui ont été balancés, perturbation, parce que vas-y, c'est du militantisme, c'est comme ça. Ça y est, chef, ça y est. Ils nous font... Tout à l'heure, on avait une ministre qui avait dit littéralement que c'était antisémite ce qui s'est passé. C'était un geste antisémite. Allô, genre. À quel moment on est déconnecté comme ça en France, les mecs ? À quel moment, genre ? À l'intérieur de la Philharmonie qui se lève et qui chante l'hymne. Et excusez-moi de vous dire que oui, quand un État dont les dirigeants sont aujourd'hui sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et potentiellement pour crimes contre l'humanité, je trouve effectivement que ce concert n'aurait pas eu lieu. Et je trouve normal, et je comprends tout à fait que des personnes aient décidé de protester contre l'organisation de ce concert. Et essayer de les faire passer pour des gens violents, alors qu'ils ont fait une action de protestation et qu'ils ont ensuite été frappés. Et qu'ensuite ils ont été frappés à l'intérieur de la salle par des personnes. Si vous êtes contre la violence, vous devriez condamner les gens qui les ont frappés. La polémique a porté sur est-ce qu'on peut risquer des problèmes de sécurité dans une salle fermée. Ça aurait pu extrêmement mal tourner. Et d'ailleurs, ça alimente tout le procès en absence de sécurisation des salles. Et donc, ça renforce tous ceux qui demandent encore plus de sécurité. Donc, au fond, est-ce que vous ne faites pas aussi le jeu de l'extrême droite en cautionnant des actions pareilles ? Parce que c'était une salle fermée avec un vrai risque. Vous avez raison, il y a eu des violences. Vous avez raison, il y a eu de la violence. Mais justement, l'arrivée de ces personnes a provoqué aussi des violences. Il y a eu de la violence, madame. C'est que ces personnes... Oh là là, l'arrivée des... Donc quoi, on va cautionner la violence parce que ces mecs-là étaient présents à l'intérieur pour perturber. La violence était à peu près légitime. C'est ce qu'elle veut nous faire croire, la journaliste. Ça va pas ou quoi, le service public ? Ça va pas ou quoi ? Subi de la violence. Eux, ils n'ont pas été violents, contrairement à ce que j'entends sur les plateaux de télévision. Ça aurait pu mal tourner. Maintenant, je vais vous dire franchement, madame, sur la sécurité des salles fermées. Les salariés de la Philharmonie, ils avaient pris position avant l'organisation de ce concert. Ils avaient dit, dans le contexte actuel, il faut à minima qu'il y ait une remise en perspective politique dans le contexte politique. Ça a été refusé. Des banderoles, des manifs devant la salle. Vous auriez dit pareil, madame. Vous auriez dit qu'ils ont... Vous auriez trouvé quelque chose, arrêtez.
faites des banderoles ou je sais pas quoi, vous aurez quand même trouvé un truc à dire, arrêtez. Bande d'hypocrites. Oh là là. C'est une action symbolique et elle n'était pas dangereuse. D'ailleurs, elle n'a produit aucun autre débordement que des personnes qui étaient dans la salle qui ont décidé de frapper ces gens. Alors si vous voulez, on fait 20 minutes sur le sujet. Mais moi, il n'y aura jamais dans ma bouche aucun mot de condamnation pour des gens qui font des actions pacifiques pour dénoncer un génocide. Et ce qui devrait vous choquer, c'est pas que des gens aient allumé 3 fumigènes dans une salle, c'est qu'il y a eu 250 Palestiniens qui sont morts depuis que le cessez-le-feu a soi-disant été signé à Gaza. Oui, mais c'est ça qui devrait vous choquer et c'est de ça dont on devrait parler. Donc le fait que des gens aient allumé 4 fumigènes dans une salle de spectacle. Manuel Bompard, d'autres images qui ont marqué la semaine. Des vidéos révélées par Libération et Mediapart. Elle relance le débat sur le maintien de l'ordre lors des manifestations de 2023, manifestations contre les méga-bassines à Sainte-Soline. On entend dans ces vidéos, entre autres, des ordres de tir tendus des gendarmes contre les manifestants. C'est une pratique interdite. Françoise Fressoz, une question ? Vous ne faites pas confiance, là c'était la question de France. Non, est-ce que vous demandez cette commission d'enquête parce que vous ne faites pas confiance à l'armée ou parce que vous avez un doute sur le gouvernement? Racontez-nous. Parce qu'au fond, toutes les enquêtes sont là. Je fais la transition parce que vous êtes allé un peu vite. Oui, effectivement, on demande une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles le maintien de l'ordre s'est déroulé lors de cette manifestation à Sainte-Soline. Pourquoi on fait cette commission d'enquête, madame? Parce que les vidéos qui ont été publiées cette semaine, ça fait 2 ans qu'elles sont dans les mains de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. C'est parce que c'est la gendarmerie nationale, vous pensez qu'ils font de la rétention? Ils font de la rétention d'informations? Je ne fais pas de procès d'intention, madame, j'en reste à des faits. Ces vidéos, elles sont inacceptables. Vous les avez peut-être vues, il y a ce que vous dites sur les tirs tendus, qui sont une pratique illégale, mais il y a aussi des propos qui sont juste inacceptables, dans lesquels on dit qu'on va tuer des gens, qu'on est content d'en avoir éborgné. Voilà, est-ce qu'on peut juste mettre dans le contexte? Oui, c'était une journée en effet très violente. Il y a eu aussi de l'autre côté des violences, des boules de pétanque, n'est-ce pas? Je ne dis pas l'inverse, madame, mais est-ce que ça justifie Et alors, ça justifie ou quoi? Et alors? De là, il est pote avec ce goat, je dis ça, je dis rien. Les gars, quand je vais provoquer une nouvelle interview avec Manuel Bompard, faudra être prêt, les mecs. J'attends juste l'occasion. J'attends juste le bon moment. Le timing. Gendarmes puissent être contents quand quelqu'un est blessé. Est-ce que ça justifie qu'on puisse utiliser des pratiques qui sont illégales? Évidemment non. Or ces vidéos, ça fait 2 ans qu'elles sont dans les mains de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Il s'est rien passé. Oui, qu'attendez-vous de cette commission d'enquête? J'attends qu'on fasse la lumière sur y compris la hiérarchie, sur qui a donné les ordres. Sur comment ça s'est déroulé, sur est-ce qu'il y a des sanctions pour les policiers, les gendarmes en l'occurrence, qui manifestement n'ont pas respecté les règles élémentaires de la déontologie. Vous savez, la police, la gendarmerie nationale, elles sont ce qu'on appelle les détenteurs du monopole de la violence légitime. Et donc ça leur donne des devoirs sur le fait de respecter des cadres déontologiques. Et cette journée, elle a été extrêmement violente. Il y a eu plus de 200 blessés. Il y a des gens qui ont été traumatisés par la violence. Et ce qui s'est passé ce jour-là n'est pas acceptable dans un état de droit. Le ministre de l'Intérieur a demandé une enquête administrative. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance dans cette enquête? Je n'ai pas confiance dans la capacité du ministre de l'Intérieur, effectivement, à apporter des réponses sur ce sujet, puisque quand on lui a posé... Non, ça, c'était le ministre de la Justice. Quand on lui a posé la question, il a dit que, globalement, il n'avait pas vu les vidéos. Peut-être que son rôle, ce serait de les regarder, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Une dernière question d'actu. Globalement, je n'ai pas vu les vidéos. Il fait même pas son travail. Putain, mais quel gouvernement? Non, il y a que des incapables, les mecs. Il y a que des incapables. Moi non plus, j'ai pas confiance, fric, t'inquiète pas. Moi non plus, j'ai pas confiance. Le mec, il veut diligenter une enquête. Ça se voit que l'enquête, ça fait 2 ans qu'il y a les images, ça fait 2 ans qu'ils ont l'information qu'il y a des gendarmes qui ont été des grosses merdes, mais bon, pas de suspension, pas de mec viré, pas de mutation, rien. Tu as été Manuel Bompard sur le Mercosur. Apparemment, Emmanuel Macron, je vous emmène là sur complètement autre chose. On est sur un accord de libre-échange de l'Union européenne avec les pays d'Amérique du Sud. Emmanuel Macron trouvait que l'accord était inacceptable en l'état. Il a dit il y a quelques heures qu'il était vigilant mais plutôt positif. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il est en train totalement de lâcher la France et la position qui est la position assez largement partagée d'ailleurs dans la classe politique française. Bon, le Mercosur, je vous spoil, on va skip pour écouter la dernière question, les amis, parce que là ça va parler d'écologie et tout. Mais pour le Mercosur, les mecs, on avait vu l'année dernière, ou je crois que c'était il y a 2 ans, l'année dernière ou il y a 2 ans, peu importe, qu'il y avait des grosses manifestations avec les agriculteurs. Je ne sais pas s'ils ont perdu la flamme de manifester ou pas. J'ai vu qu'il y avait quelques manifestants à gauche à droite avec leurs tracteurs et tout. C'était pas les mêmes mobilisations que l'année dernière. Mais là, Macron, il a abandonné les mecs. Le Mercosur, la France était l'un des rares pays à s'opposer au Mercosur. Mais finalement, Macron va laisser tomber, mon gars. Macron va laisser tomber. C'est fini, je pense. Je pense que c'est fini.
Et donc, la grosse question, mais dans Ils n'ont toutes rien les gagné, les esprits, c'est agriculteurs. est-ce que Hein, c'est bah ouais. cette fois la bonne candidature ou est-ce que c'est la candidature de trop? Donc, première interrogation, c'est l'âge. Quand vous voyez Jordan Bardella, 30 ans, qui caracole en tête des intentions de vote à l'élection présidentielle, est-ce que vous ne 30 ans. dites pas à la France insoumise, le temps des papis, c'est fini? Bon, d'abord, je sais pas, enfin, vous utilisez les expressions que vous voulez. Oh, c'est gentil, papy. Non, mais ça va. Mais bon, faites attention avec les sondages, quoi. Je veux dire, moi, vous savez, à 18 mois... Non, mais là, parce que je réagis à Jordan Bardella. Je sais, mais ça, de réponds toute à votre façon, question. vous dites à chaque fois, les Non, sondages... c'est pas je dis à chaque, voilà. c'est pas je dis à chaque Oui. fois, madame, mais à un moment, il faut juste se rappeler des choses qui se sont passées. Vous savez qu'il y a 18 mois de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon était annoncé à 8% dans les sondages et Marine Le Pen était annoncée à 30% dans les sondages. Il y avait exactement C'est un peu, j'avoue. 22 points d'écart à 18 mois de l'élection présidentielle. Le soir de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a fait 22% et Marine Le Pen a fait 23%. Il y avait un point d'écart. Donc, vous savez, je fais très attention avec les gens qui disent... Surtout quand je vois là... Le RN n'était pas au niveau auquel il est 30, aujourd'hui. là, il est à 35. Et il n'y avait pas non plus la banalisation de l'image du RN à cette époque-là. Et là... Je ne veux pas contester certaines choses que vous dites, Madame Fraissat. Je veux dire juste, remettons les choses en perspective. Pour le reste, Jean-Luc Mélenchon, il a fait 11% la première fois, il a fait 19% la deuxième fois, il a fait 22% la troisième fois. Alors moi, je ne suis pas devin. Et donc la quatrième fois, vous le mettez à quel niveau? Je considère que progressivement, la France insoumise, les idées qu'on défend, la base populaire qui est la nôtre, s'élargit. Et elle s'élargit, évidemment, avec Jean-Luc Mélenchon, aux différentes élections présidentielles. Alors, là, quant à la question de savoir qui sera notre candidat à l'élection présidentielle de 2027, eh ben on répondra à cette question en temps voulu, quand on considérera que c'est le bon moment pour vous répondre. Vous dites qu'il n'est pas candidat, là, Jean-Luc Mélenchon? Je vous dis que Jean-Luc Mélenchon... Vous dites qu'il y a un débat interne pour savoir... Il va si l'annoncer lui-même, quoi. Je dis que Jean-Luc Mélenchon, comme tous les parlementaires de la France insoumise, sont en campagne permanente. Donc effectivement, il est en campagne, comme moi je suis en campagne. C'est le slogan du Rassemblement National. Comme tout le monde est en campagne. Bon. Mais j'aurais bien aimé avoir des insides. Parce que moi, ça m'intéresse en vrai de vrai ce qu'ils en pensent. Par exemple, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, les David Guiraud, les Clémence Guettet, les Louis Boyard, toute la tête pensante de la France insoumise, même Éric Coquerel. Est-ce qu'une candidature Manuel Bompard peut être plausible pour 2027 hein? Je n'attends même pas 2032 les mecs, hein. J'attends 2027 là maintenant tout de suite. Ou est-ce que par défaut, ils vont choisir Monsieur Mélenchon pour la la dernière candidature et ensuite 2032, il passe l'arme à quelqu'un d'autre, il trouve son successeur naturel et puis bonne chance quoi. Parce que moi en fait ce qui me fait peur, c'est de savoir si Manuel Bompard il est en pole position, mais il y a des mecs, il y a des dissidents en mode peut-être Mathilde Panot, elle aimerait aussi être candidate, Clémence Guettet elle estime être légitime aussi à être candidate, tu sais des trucs comme ça, s'il y a des embrouilles, ça me ferait peur quand même. S'il y a des embrouilles, ça me ferait peur. Donc j'espère qu'il y aura une sorte de démocratie interne pour mettre d'accord telle personne, qui veut Manuel Bompard, qui veut telle personne, qui veut ça. En quelque sorte, c'est une sorte de primaire, quoi. Est-ce qu'il y aura une primaire ou est-ce qu'il y aura des votes ou est-ce qu'il y a je sais pas quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera Mélenchon, je pense. Mélenchon, il est toujours... Il n'est pas candidat automatique. Moi, j'ai le sentiment que la France insoumise teste en quelque sorte l'opinion publique. Vous voyez qu'on a Manuel Bompard qui est omniprésent. Peut-être qu'il regarde sur les réseaux sociaux comment est reçu Manuel Bompard dans les critiques, dans les commentaires. Sur YouTube, c'est pareil. Dans les meetings, c'est pareil. À la télé, c'est pareil. Comment il répond aux journalistes, comment il répond aux autres candidats, quand il y a des débats, etc. Je pense qu'il tâte un peu le terrain. Je pense qu'il tâte véritablement le terrain. Mélenchon, on le voit quasiment jamais, les mecs. Hein. Mélenchon, on le voit quasiment jamais, genre. On verra. On verra. Peut-être que j'ai... les gars, peut-être que j'ai... interviewer le futur président, les mecs, on sait pas, hein. On sait pas. Oui, mais c'est pas parce que si ce matin le Rassemblement National dit que le ciel est bleu et qu'il est bleu, je vais pas dire qu'il est rouge. Poursuivons parce qu'on perd du temps. Vous dites il y a un élargissement successif de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Depuis 2022, il se produit quand même des choses plutôt inquiétantes pour lui. D'abord, son image personnelle s'est beaucoup aggravée. Une majorité de Français le jugent inquiétant, pas attaché aux valeurs démocratiques. Non, c'est pas... En fait, ce que je constate, c'est que dès que la réalité vous déplaît, vous dites ça n'existe pas. Donc, il y a l'image dégradée de Jean-Luc Mélenchon. Il y a le fait qu'il n'est plus hégémonique au sein de la gauche. On voit bien qu'il y a eu des dissensions d'anciens LFistes qui sont partis. On voit bien que les écologistes tâtonnent. On voit bien que la gauche dite réformiste est en train de faire sécession. Donc, pourquoi vous dites élargissement de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon? D'abord, la situation que vous décrivez, que je ne veux pas contester aujourd'hui, elle n'est pas très différente de la situation de l'élection présidentielle de
2022. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'il y avait une candidature? Le RN n'était pas à ce niveau-là. Le RN n'était pas le favori de l'élection. Il y avait 8 députés, aujourd'hui 120. Un débat qui part pas dans tous les sens. Vous me parlez de la situation à gauche. Est-ce que oui ou non, en 2022, il y avait une candidature pour le qui a fait 1,75% qui s'appelle Madame Hidalgo? Est-ce que oui ou non, il y avait un candidat des écologistes? Est-ce que oui ou non, il y avait un candidat des communistes? Oui, ça n'a pas empêché Jean-Luc Mélenchon de faire 22% des voix. Donc il n'y a pas quelque chose de très différent de ce point de vue-là. Ça, c'est la première chose que je voulais vous répondre, madame. Pour le reste, sur l'élargissement de notre base politique, moi, je regarde par exemple le résultat des dernières élections européennes, qui est toujours une élection difficile pour la France insoumise. C'est une élection avec une faible participation. Or, on sait que souvent, dans les élections à faible participation, c'est plus compliqué pour nous. On a gagné 1 million de voix par rapport à l'élection européenne. Mais vous êtes très loin de Glucksmann, par exemple, du candidat Glucksmann. Jean-Luc Mélenchon, la liste de la France insoumise en 2019, elle avait fait 6% et M. Jadot avait fait 14%. D'accord? Donc, les élections européennes, c'est pas les élections présidentielles. Je vous dis juste que du point de vue des bases politiques que ça met en mouvement, je considère que le travail qui est le nôtre, d'aller chercher en particulier, puisque c'est notre stratégie, les gens qui sont les plus éloignés de la politique, qui globalement n'y croyaient pas et qui petit à petit retrouvent des raisons d'espérer. Et mon objectif, c'est de créer une stratégie qui permet de gagner l'élection présidentielle de 2027 ou celle d'avant, s'il y en a une avant. Et pour gagner cette élection, je pense que c'est auprès de ces gens-là, des abstentionnistes, des gens qui sont les plus éloignés politiques, qu'il faut progresser. Et je suis content de voir que notre travail porte ses fruits. Quand la gauche vous dit vous ne pouvez pas gagner le deuxième tour de la présidentielle parce que vous êtes devenu LFI, Jean-Luc Mélenchon, le repoussoir par rapport à Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, je leur réponds que pour gagner au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est fort comme mot quand même. Au deuxième tour. Parce que quand je vois des gens qui sont annoncés à 4% dans les sondages nous expliquer que nous, on ne sera pas en mesure de gagner au second tour. Vous visez qui là? Olivier Faure, Marine Tondelier, pardon. Vous les prenez pour quantité négligeable? Je ne les prends pas pour quantité négligeable, mais eux s'appuient sur des sondages pour dire que nous, au deuxième tour, on ne pourrait pas gagner. Donc ces mêmes sondages disent qu'ils ne sont même pas en capacité. Je pense que cette méta, les mecs, je vous dis la vérité, cette méta des candidatures de témoignages, je pense que... Alors, c'est une bonne idée. Franchement, 2022, c'était une excellente idée. Ça nous a amené des Philippe Poutou, ça nous a amené des candidats à 1% qui pouvaient s'exprimer, qui pouvaient parler, etc. Ils avaient leur parrainage et tout. Mais je pense que cette méta... Je sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de la changer ou pas. Parce que 2025, là, on a vraiment... 2027, pardon, là, on a vraiment le RN aux portes du pouvoir. Est-ce que c'est pas une bonne idée d'invisibiliser les candidatures de témoignages? Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Je suis pas là pour dire que c'est une bonne idée, parce que c'est toujours intéressant d'avoir toute politique de gauche s'exprimer à la télévision. Mais frère, 1%, 0,5%, ils peuvent même pas rembourser leurs frais de campagne. Candidature de témoignage, c'est en quelque sorte des candidatures en mode Philippe Poutou, qui a ses parrainages et qui lui permet de participer à la télévision pour partager ses idées anticapitalistes. Pareil pour... bon, Anas Kazib les a pas eu, mais on a pu le voir en quelque sorte à la télé. Rare apparition. Mais il y a plein de candidats à 1% qui font des petites candidatures comme ça pour exprimer leurs idées. Poutou, il se présente pas. Non, mais je parlais pour 2022, les mecs. Là, pour 2027, je ne sais pas si la méta, faut l'arrêter ou pas. Est-ce que faut soutenir encore une fois des gauchistes qui vont nous faire encore une candidature, qui vont gratter 20 000 voix, 100 000 voix, je sais pas combien de voix, comme Anne Hidalgo par exemple. Anne Hidalgo, elle a fait 1%, frère. Anne Hidalgo a fait 1%. Elle nous a fait chier. Yannick Jadot, c'était pareil. Yannick Jadot qui a fait un meilleur score que Anne Hidalgo, si je dis pas de bêtises. Il nous a sifflé, il nous a aspiré des voix, frérot. Et c'est pareil pour Fabien Roussel. Fabien Roussel, c'est pareil, ma gueule. Donc, est-ce qu'il faut continuer à soutenir ce genre de candidature? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas, le chat. C'est mon avis. C'est mon avis. Ah, c'est valable pour la gauche poubelle, genre PS, EELV, etc., mais pas pour Luc Truvière, ENPA. J'ai cité les deux, t'inquiète pas, je cite les deux. Le PS, pour moi, le PS fera aussi 1%, mon gars. Le PS fera 1%. Moi, je veux bien que les élections européennes, ça a donné du boost à Glucksmann. Mais attention, les présidentielles, c'est autre chose. Les présidentielles, c'est une autre paire de manches. Faut pas croire que Glucksmann, il aura encore ses 15%, 20% des élections européennes. C'est pas pareil, ma gueule. C'est pas pareil, c'est une autre élection, mon gars. C'est pas la même chose, mec. C'est ça qui m'inquiète. Parce qu'on va me dire, Dofla, c'est pas bien ce que tu dis, tu veux invisibiliser les petits candidats, etc. Mais les mecs, on est en 2027, il est peut-être temps de penser autre chose. Autrement. Autre stratégie, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux mettre en lumière aussi. Aujourd'hui de se qualifier au second tour. Donc, j'arrive. Je trouve que c'est pas les mieux placés pour nous donner ces leçons. Pour le reste, au second tour d'une élection présidentielle, excusez-moi, c'est juste pour compléter la réponse.
aux dernières élections législatives, tout le monde disait il n'y aura pas au second tour de mobilisation contre l'extrême droite. Il y en a eu une. Et y compris un certain nombre de députés insoumis qu'on a annoncés soi-disant trop clivants. Ils ont été élus, y compris avec des voix qui venaient pas uniquement des camps insoumis. Et donc il n'y a pas de raison qu'aux élections présidentielles, par la mobilisation des abstentionnistes et des gens les plus éloignés de la politique, et par le fait qu'un certain nombre de candidats, si c'est l'extrême droite en face, un certain nombre d'électrices et d'électeurs voudront battre l'extrême droite, oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon ou un autre candidat insoumis a tout à fait la possibilité de l'emporter. En tout cas, c'est mon objectif. Sauf que vous avez, il y a un changement quand même notable par rapport aux années 2020 à 2020. Ça, c'est l'enquête fracture. Est-ce que 15 partis feront au moins 1%? Non, attention les gars, quand même, faut pas tout mélanger parce que il faut au moins avoir les parrainages. Il n'y a pas beaucoup de partis qui dépassent les 500 parrainages. Il y avait LFI, il y avait EELV, il y avait le PS. Je crois qu'il y avait les communistes aussi. Donc il n'y en aura pas 15 non plus. Il n'y aura pas 15 nuances de gauche. Je pense pas. Française, la France insoumise, un parti qui attise la violence, un parti dangereux pour la démocratie. Les chiffres sont plus hauts aujourd'hui parmi les électeurs de gauche qu'en 2020. Votre image s'est dégradée à gauche, oui, chez les écolos, chez les socialistes. Heureusement, vu toute l'énergie qui est mise pour essayer de salir la France insoumise, franchement, si ça n'avait produit aucun résultat, vous devriez vous interroger sur... Vous le prenez par l'ironie. Non, je le prends pas par l'ironie. Je décris... Si, c'est une réponse, madame. Je décris une stratégie de diabolisation de la France insoumise qui a été menée dans tous les grands médias depuis 2 ans et qui produit, c'est vrai, ces résultats. Et moi, ce que je vous dis, c'est que quand on va rentrer dans la campagne présidentielle, quand les gens vont sortir de ces polémiques ridicules et qui vont s'intéresser à ce qu'il y a dans les propositions, dans les programmes, et pas juste aux bêtises qu'on dit sur la France insoumise. Oui, je pense que cette image soi-disant dégradée, je pense qu'elle va très largement s'améliorer. Parce que, excusez-moi, mais dans l'interview, dans la discussion qu'on a depuis 55 minutes maintenant, expliquez-moi ce qui attise la violence, expliquez-moi ce qui est hors républicain, etc. Strictement rien. Tout ça, c'est des calomnies et des procès qui sont faits contre la France insoumise. Et qui... les journalistes considèrent Manuel Bompard hors champ républicain parce qu'il a refusé de condamner ce qui s'est passé à la Philharmonie de Paris. S'il vous plaît, genre. Il a raison les gars, il a raison. Mais c'est à vous le chat. Et c'est là où vous êtes important aussi. Moi aussi évidemment parce que je suis streamer. Mais vous êtes aussi des acteurs de ce qui se passe en France. Parce que c'est à vous aussi de propager justement ces idées de la France insoumise. L'anticapitalisme, la vraie gauche de rupture. De faire en sorte que le PS ne gagne pas en popularité parce qu'ils sont ultra médiatisés en ce moment. Il faut continuer cette bataille les amis. Hein. Ça passe par des vidéos TikTok. Ça passe par du bouche à oreille. Ça passe par des collègues de travail avec qui vous échangez aussi autour d'un café. J'en sais rien, autour d'une terrasse. C'est important les mecs. C'est important tout ça. Parce que cette bataille culturelle, elle passe par les médias où tu vois que dans la culture, donc là les médias c'est aussi une sorte de culture. France Inter, ça démonte LFI, BFM TV, ça démonte LFI, CNews, il n'y a pas un moment où la France insoumise peut respirer. Il n'y a pas un moment frérot, il n'y en a pas un frère. À un moment donné, il faut être acteur de ce qui se passe et continuer à propager ces contre-fake news à travers du bouche à oreille. À travers Twitter, à travers Facebook, à travers tous les médias qu'on connaît, tous les réseaux sociaux, pardon. C'est important. Il faut contrebalancer en quelque sorte le 4e pouvoir, les mecs. Il faut le contrebalancer. Moi, je me rappelle, il y avait des CNN qui étaient, et d'autres médias très à gauche aux États-Unis, qui étaient vent debout pour massacrer Donald Trump. Hein. Ils l'ont massacré. Je ne dis pas qu'il faut être pro-Trump, les mecs, je dis pas ça. Je dis simplement que cette stratégie-là, on peut la contrecarrer en quelque sorte. Donald Trump a réussi à le contrecarrer, même si Fox News était vraiment le boost de monsieur Trump. Nous, on n'a pas beaucoup de médias. À part le Média TV, on n'a pas trop de médias pro-LFI. On n'en a pas les mecs, on n'en a pas. Donc à un moment donné, il faudrait que les réseaux sociaux contrecarrent ce 4e pouvoir en quelque sorte quoi. Ça s'appuie sur aucun élément sérieux. Là, on a des sondages et des enquêtes d'opinion. Mais imaginons que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas candidat à la prochaine présidentielle. Est-ce que ça pourrait être vous? Mais madame, moi je vais pas rentrer au jeu des petits noms et des petits chevaux. Moi, si l'élection présidentielle devait avoir lieu demain, j'ai toujours dit que je trouvais que Jean-Luc Mélenchon était aujourd'hui la personnalité la mieux placée. Mais dans pour la jeune garde, vous voyez bien, il y a Mathilde Panot, il y a Clémence Guettet, il y a vous. On a l'embarras du choix. Mais vous dites pas, tiens, oui, moi j'ai les épaules. Vous l'avez dit, on a l'embarras du choix. Il y a plein de gens qui ont les épaules. Les personnes que vous avez citées, évidemment, les ont. Et si on doit à un moment décider, mais vous m'avez mis dedans, donc je considère. Et il faudra une primaire à ce moment-là? Mais non, on choisira entre nous. François Ruffin le dit encore ce matin, il faut une grande primaire de la gauche. Non mais franchement, on a parlé de Zoran Mamdani tout à l'heure. Zoran Mamdani est exactement la démonstration que la primaire
primaire est absurde quand vous mettez ensemble des candidats qui ne portent pas la même orientation programmatique. Zoran Mamdani, il a gagné l'élection contre celui qu'il avait battu à la primaire. Donc si vous allez dans une primaire avec des gens qui défendent pas les mêmes projets politiques, il y aura pas les gens, par exemple, si nous on gagne la primaire, monsieur Glucksmann ne va pas faire campagne pour nous, c'est pas vrai. Donc il faut pas faire croire des choses qui sont pas vraies. Ce n'est pas grave s'il y a plusieurs candidatures, il faut juste être en capacité de se qualifier au second tour. Et ben nous on travaillera pour être en mesure de nous qualifier au second tour. Quant à notre candidature, vous inquiétez pas, on décidera ensemble et on aura une proposition commune et ça sera la meilleure. Mais c'est ce que je disais les amis, hein, c'est ce que je disais pour Glucksmann. Genre ces mecs-là, je sais pas moi, supposons que Bompard gagne une primaire, vous pensez réellement que monsieur Glucksmann va faire la promotion de la France insoumise? Mais jamais de la vie. Et je me rappelle la question, voilà, Manuel Valls avec Benoît Hamon par exemple. Autre exemple aussi, la semaine dernière je vous ai pris à partie, je vous avais dit les amis, s'il y a un second tour RN-LFI, je le pense très sincèrement que Glucksmann et beaucoup de personnalités à gauche ne vont pas du tout voter Mélenchon les mecs. Hein. Salut Kiksama, ça va ou quoi? Vous m'avez dit, non, Dofla t'abuse, je pense que Glucksmann va voter Mélenchon, faut quand même faire le barrage au RN, etc. Mais les gars, mais vous êtes fous! Mais vous êtes fous les gars! Jamais de la vie, Glucksmann va peut-être il y a un petit 1%, je vous l'accorde, il y a peut-être un petit 1% les mecs. Mais Glucksmann voter Mélenchon, alors qu'il le déteste, c'est enraciné. Mais jamais de la vie, monsieur Glucksmann va voter Mélenchon au deuxième tour les mecs. Faut pas se mentir à un moment donné, Fedaïn. Réveille-toi Fedaïn. Réveille-toi. Matin, midi, soir, Glucksmann insulte Mélenchon. À quel moment monsieur Glucksmann va voter Mélenchon au deuxième tour? Il va s'abstenir. Ou au pire, il votera Mélenchon, mais ne va jamais le revendiquer à la télévision. Mais réveillez-vous les mecs. Réveillez-vous. 2 dernières minutes, Manuel Bompard, on passe au vrai-faux. La dernière séquence, je vous donne des affirmations, certaines très sérieuses, d'autres un peu plus triviales, et vous répondez vrai ou faux. C'est le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005 qui vous a amené à la politique, vrai ou faux? J'aime pas quand tu t'énerves comme ça. Vous parlez régulièrement à une intelligence artificielle, vrai ou faux? Non, faux. Vous auriez les épaules pour être président de la République? Bon, ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. Ah bah, vrai ou faux? Bah non, par définition, on n'est pas forcément la personne la mieux placée pour parler de soi-même. Vous faites partie de la commission de la défense et des forces armées à l'Assemblée nationale. Vous avez auditionné le chef d'état-major. Oui. Il faut se préparer à un choc avec la Russie d'ici 3-4 ans. Pour vous, vrai ou faux? Un choc au sens d'une... Bah, oui, par exemple, la revue stratégique nationale dit pas ça, donc plutôt faux. Vous êtes supporter de l'AS Saint-Etienne? Je suis supporter de l'OM, mais l'AS Saint-Etienne... C'est dur, là. Attendez, on va dire les choses franchement. Député de la 4e circonscription. Je soutiens l'OM, et après, c'est vrai que je suis né à Firminy, donc j'ai aussi, on va dire, une passion de cœur pour l'AS Saint-Etienne. Mais comme il y en a en première division et l'autre en deuxième, je peux soutenir les deux. En 2007, vous avez voté 2 fois pour Ségolène Royal, 2 fois. Vrai ou faux? Faux. Juste la seconde fois. Ouais. En 2022, justement, deuxième tour, Le Pen-Macron, vous avez voté Macron, vrai ou faux? Vous avez répondu. Vous avez chuchoté. J'ai pas entendu. J'ai voté contre Marine Le Pen, ouais. Vous avez voté Macron? J'ai voté contre Marine Le Pen. Pour le reste, laissez-moi le secret de l'isoloir. Mais en tout cas, j'ai pas voté pour Marine Le Pen. En 2027, vous pourriez voter Glucksmann, vrai ou faux? Il est bon, hein. Il répond bien, il est bon. Faux. Bah non, parce que en tout cas, j'ai pas voté pour Marine Le Pen. En 2027, vous pourriez voter Glucksmann, vrai ou faux? Bah non, puisque je voterai pour le candidat de la France Insoumise. Ah, donc. Manuel Bompard. En vrai, ce qui est curieux, franchement, les gars, j'ai une petite curiosité. Supposons les mecs, que Glucksmann, il est au second tour avec Bardella. Je me demande, ce sera quoi la consigne de LFI? Moi, je pense que LFI va évidemment lancer la consigne, pas un bulletin de vote pour le RN. Donc, sous-entendu, abstenez-vous ou votez Glucksmann. Moi, je pense sincèrement qu'il y aura cette consigne de vote. Voilà.